Moi, c'est Pam. J'ai une grande passion pour les voyages. Je m'étais inscrite dans Jeunesse Canada Monde quand j'avais 18 ans pour partir au Brésil. Et puis, j'ai su tout juste avant mon départ, en fait, que j'étais enceinte. Donc, le départ n'a pas eu lieu. Et j'ai retardé mes plans de voyage pendant plusieurs années, le temps de laisser mon fils grandir un petit peu. Ensuite, j'ai rencontré mon copain qui avait quand même une grande passion pour le voyage de son côté, puis qui m'a redonné la piqûre. Donc, on a voyagé un petit peu partout dans le monde jusqu'à maintenant et on devait partir, en fait, au Nicaragua 3 mois quand la pandémie est arrivée. Ça gâche un petit peu les plans. Alors, on a choisi de s'acheter un VR, un bon vieux Traveler 88, et on a choisi de partir faire le tour du Canada comme on ne pouvait plus voyager à l'extérieur du pays. On s'est dit, pourquoi pas en profiter pour découvrir le nôtre. Donc, j'ai proposé à mes 2 hommes de se joindre à moi pour aller à la rencontre de différents organismes qui s'occupent du bien-être des animaux et de l'écosystème en général. Donc, on a choisi d'aller rencontrer ces gens-là, de participer pendant une journée à ce qu'ils font comme activité et de nous impliquer, nous aussi, avec eux. Donc, bienvenue dans notre belle aventure nomade et impliquée. « 4h30, dimanche 27 juin 2021. C'est un grand départ. On a un itinéraire de plus ou moins 12 000 km de route de prévu. Vous comprendrez que c'est un départ qui est quand même préparé depuis quelques mois. Faut pas oublier qu'on voyage avec un motorisé des années 88, qui a pas beaucoup de kilomètres au compteur, mais qui a quand même plusieurs années derrière lui. C'était donc important de faire une inspection mécanique avant de partir et de faire quelques ajustements pour s'assurer d'avoir une expérience de voyage le fun. Pas trop semer dans la bûche et surtout de s'assurer d'avoir un motorisé sécuritaire. On a ajouté un rack d'acier en arrière pour augmenter notre capacité de chargement, on a réparé une armoire, l'ajout d'un système de batterie indépendante pour charger nos équipements de production vidéo, un beau petit lavage, on maximise le rangement et on est pas mal prêt. Donc, hier, en fait, on est parti un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il semblait que le pont de Pierre-Laporte allait être fermé. Dans le fond, 2 voies sur 3 qui allaient être fermées. On n'avait pas vraiment envie d'être pris dans le trafic ce matin avec notre gros 24 pieds. Donc, on a décidé de partir un petit peu plus tôt là, pour s'éviter tout le trafic de Québec puis de Montréal. Finalement, ça a vraiment bien fait, puis on a pu aller dormir là, dans le coin de Saint-Sauveur. Et ça nous a permis là, finalement de nous reposer un petit peu avant de repartir ce matin. Plus, oui, mon homme? Oui. Il est brûlé à dormir! Vous trouvez votre nom ou le bagot? Ma mère, elle veut pas que ça soit Winnie, puis moi, je veux pas que ça soit paresseux. Ben moi, en fait, j'avais suggéré le paresseux. Ouais, moi, je veux pas. Nathan n'aime pas ça. Juste parce que c'est mon idée, dans le fond. Non. Ma mère, elle aime pas Winnie, ce que j'ai proposé. Winnie pour Winnie. Non. Winnie pour l'ourson? Non. Non? En fait, c'est parce que Winnie, ça fait très Winnie de Pooh, hein? Et ma soeur a clairement abusé des Winnie de Pooh et je n'ai pas du tout envie que mon bagot s'appelle comme ça. J'ai jamais dit Winnie the Pooh, j'ai dit Winnie. Oui, mais ça fait quand même Winnie de Pooh. Ouais, mais c'est pas lui. On devrait poser la question aux gens. C'est pour ça qu'on va faire un sondage Instagram. Jean avait l'air de beaucoup aimer ton idée, lui, Oui, par contre. lui, Il aimait il beaucoup adore. la mienne aussi, également. Ouais. Sinon, j'en ai un autre. Vas-y. C'est Henri. Bon. Voilà. Parce que l'oncle à ma mère s'appelle Henri. OK. Il s'appelait Henri, en fait. Il est décédé. Il est décédé. OK. Puis le monsieur, il tripait ses Winnebago. OK. Puis il avait son gros Winnebago jusqu'à au moins 94, c'est pas plus.
Je sais pas si j'ai envie que mon Winnebago s'appelle le nom d'un mort. Ça va pas leur faire l'unanimité. Non. C'est pas sexy comme nom. Excuse feu Henri. Ben là, le paresseux, c'est pas sexy. Non. Winnie. Winnie, c'est sexy. Non, là, man, on parle d'une émission pour enfants. C'est rien de sexy. C'est quoi tu fais? Ben là, il faut montrer à l'enfant, l'ado, comment ça se vide une tank d'eau noire. Ça va être intéressant. En fait, on y a montré hier, et là, il faut le mettre en pratique. Es-tu prêt, mec? Non. Qu'est-ce que tu fais en premier si tu veux pas avoir ça dans les mains pour longtemps? Ouais. Ça, c'était pas si beau. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ah! Ouais. Oh, ça pue! Ah! Est-ce que je meurs? OK. Non, mais je peux pas continuer, là. Eh oui, tu peux. Non. T'es capable. Prends une bonne bouffée d'air, sors le tuyau. OK. OK. Bon. Ça va pas, ça. Hein? Sens-tu que ça vient? Non? Qu'est-ce que tu fais? C'est genre la pire dompe de caca Man, ça déborde. ever. Plus jamais je refais ça. C'est dégueulasse. Un peu, là, on va rester Roule, roule et roule. Maintenant, déjà plus de 3000 km de parcourus et les voilà enfin. Ces grandes plaines canadiennes dont on entend parler depuis qu'on est tout jeune. Des grands espaces à perte de vue, parfois verdoyants, parfois blancs et souvent dorés par les chauds rayons du soleil sur les champs de fleurs jaunes et de blé. Le temps est bon, la vie est douce et règne un moment paisible quand soudain... Il fait actuellement 33 degrés. Il vente chaud. Et le Winnebago n'aime pas cette situation. Donc là, on s'est mis à faire un petit peu de Preston. Alors, nous sommes arrêtés dans le milieu de nulle part, je dirais. En attendant que monsieur décide de fonctionner à nouveau. Voilà l'état de la situation. Chaud, Alaska? Qui n'a dit mot consent? Le moteur ayant refroidi, nous voilà prêts à repartir à l'aventure. Mis à part le moteur du bagot qui surchauffe, on doit dire que tout va plutôt bien. Comme nous voyageons avec un jeune ado, il faut parfois faire plaisir à tout le monde. Direction Calgary et leur fameux skatepark situé au Millennium Park. Un endroit idyllique pour un ado qui adore la trottinette. S'ensuit des paysages magnifiques dans le parc national de Banff et le parc national des glaciers où nous en profitons pour faire quelques arrêts dans les plus beaux endroits de la région. Que ce soit sur l'eau en paddleboard ou sur la terre, dans différentes randonnées ou même sur la glace, le parc a énormément à nous offrir. Alors on en profite quelques jours avant de reprendre la route et de se rendre à notre premier arrêt en tant que nomade et impliqué, destination Kelowna, en Colombie-Britannique, afin de faire notre première action bénévole. Donc, ce matin, on est à Kelowna sur la plage, puis on a décidé de venir ramasser des déchets. Donc, allons-y. Je pense qu'en 2 minutes, je me suis fait dire au moins 6 fois « Thanks for what you're doing ». Oh, you're welcome.
Mais les gens, ils sont contents. Ça fait comme 3 personnes qui me disent merci de faire ce qu'on fait. C'est cool. Puis on montre par l'exemple aussi qu'eux aussi ont accès à une paire de gants puis un sac, puis qu'ils peuvent faire exactement la même chose que nous, en fait. C'est quand même fou parce que c'est juste le matin. On n'a même pas fait un quart de la plage. Puis ça a été ramassé cette nuit. C'est que, en tout cas, c'est quand même surprenant que ça se remplisse aussi vite. J'ai retrouvé des lunettes puis des pelles, mais je veux pas les jeter, tu sais. On peut encore les donner à du monde. Can I give you this? Yeah, that's thank you. You're welcome. Donc ça, c'est notre récolte du matin. On a fait quand même une grosse partie de la plage, puis on s'est rendu compte rapidement que c'était des micro-déchets. Fait que, tu sais, dans le fond, on peut voir que, d'abord, les mégots de cigarettes, c'est vraiment à la mode dans la plage. Il y en avait vraiment beaucoup. Puis aussi, il y avait énormément de... J'essaie de voir pour en trouver un, là, mais des très petits morceaux d'emballage comme ça. Puis ça, quand ça se retrouve, en fait, dans les lacs, les rivières, les océans, c'est très nuisible pour l'écosystème. Donc, on s'est fait un devoir là, de les ramasser le plus possible ce matin. Alors, voilà, c'est notre récolte du matin. On a terminé. Donc, c'était vraiment encore une fois gratifiant là, comme matin. Moi, à un moment donné, j'ai rencontré une grand-maman qui était en train de faire la lecture à ses 3 petits-enfants. Puis, elle m'a arrêtée, elle m'a dit merci. Puis aussi, elle a pris la peine d'expliquer aux 3 petits garçons ce que j'étais en train de faire. Puis, elle leur a dit qu'ils devraient me remercier, en fait, parce que c'était grâce à des gens comme moi qui pouvaient marcher nu-pieds dans le sable puis ne pas être inquiets de se blesser, finalement. Puis justement, tu sais, juste à côté d'eux, il y avait des bouchons de bière qui étaient là, qui étaient super piquants. Puis là, finalement, ça a permis non seulement de nous faire ce qu'on faisait, mais aussi de peut-être conscientiser ces 3 petits gars-là qui peut-être vont faire la même chose à un moment donné s'ils voient des choses traîner par terre, mais qu'ils vont juste les ramasser, là. Maintenant, direction Quadra Island pour rencontrer notre premier organisme qui se nomme Citrus Research and Conservation Society. Mais tout d'abord, il faut prendre le ferry pour se rendre sur l'île de Vancouver. On a d'ailleurs eu droit à une traversée incroyable au coucher de soleil sur le Pacifique. Aussitôt arrivé sur l'île de Vancouver, on en a profité pour se reposer un peu. Petit dodo sur l'île et on reprend un deuxième traversier le lendemain afin de se rendre sur Quadra Island où Alex et Emma, qui font partie de l'équipe de Citrus Research, nous attendent pour nous faire vivre une journée en mer avec eux. Je cherchais un organisme qui fait vraiment la différence pour les mammifères marins. J'ai vu qu'il était impliqué dans l'observation et la protection des baleines à bosse et des orques, qui est une espèce en voie de disparition en Colombie-Britannique due aux activités humaines. Cet organisme travaille sur le terrain afin de les protéger des blessures infligées par les bateaux et de sensibiliser les plaisanciers à la présence des mammifères marins. Comme la circulation marine augmente dans la région, l'implication de Citrus Research est de plus en plus importante pour la survie de ces animaux. C'est pourquoi nous avons décidé de les rencontrer. Citrus was created in 2005 with the Robson Bite program, which is up on West Craycroft Island at the north end of Vancouver Island. And then throughout the years, we created Straight Watch, which is the 2 other programs that Citrus has. So one is on Quadra Island, where we are right now, and then the other one is in Victoria. Citrus was created really because there's a need to protect the whales, and especially the orcas around here. For the Quadra program, it was really because there's a lot of humpbacks started coming back to the area. So when there was a lot of whaling, all the humpbacks got pretty much hunted out of the mid part of Vancouver Island. And finally, the population is increasing little by little, and they're coming back to their home grounds. And what happened is that people who've been on the water for, let's say, 40 years used to see that there were no whales here. And now in the past 15 or 20 years on Quadra,
all the whales are coming back, and so people don't quite know how to behave around whales, or they just like don't see them sometimes. So it's really important for us to be on the water, educating people, preventing them from hitting the whales, and taking data, because everything's constantly changing in the ocean. So whale behavior is changing, their numbers are changing. So it's really good to have eyes on the water at all times and knowing throughout the years what's going on. Bien, dans le fond, ce matin, on est au camping sur Quadra Island. Hier, on est allé rencontrer l'équipe de Citus Research. Puis, ce matin, dans le fond, on a Emma, qui est une membre de l'équipe, qui va venir nous chercher au camping pour qu'on puisse laisser le pitou à l'air climatisé. Et là, aujourd'hui, dans le fond, on s'en va sur l'eau toute la journée. C'est comme 8 heures là, de bateau où est-ce qu'on va aller observer les baleines, puis récolter des données, puis aussi prendre des images, dans le fond, des cétacés qu'on va rencontrer. Vers 8h15 à peu près, Emma, une employée de Citus Research, est venue nous chercher au camping. Du camping, on s'est en allé à la maison d'Alex. On a préparé tous les trucs. On s'est en allé au bateau à pied à peu près. C'était peut-être 2 minutes. On a tout mis dans le bateau, on s'est préparé, on a fini par s'en aller sur la baie, dans le fond. À un moment donné, on a reçu un appel d'un des bateaux, puis on est débarqué où ce qu'il avait dit. On a vu une baleine, finalement, puis on a comme regardé pour pas que le monde ici il s'approche trop, puis pour pas qu'il y ait des incidents ou qu'elle se fasse ramassé par un bateau, là, parce que ça aurait pu arriver. En ce moment, on est à environ 800 mètres, je dirais, des baleines. Quand on est là, à l'intérieur d'un kilomètre, on met notre drapeau pour avertir le monde qu'il y a une baleine autour de nous. Puis j'ai fermé mon moteur parce que ça cause du bruit. Puis en ce moment, c'est correct, c'est assez sécuritaire de ne pas avoir le moteur d'allumé. Puis ça enlève le bruit pour eux. Laissez-moi savoir quand vous la voyez encore ou les voyez encore. Parce que je me concentre un peu sur les vagues. Ensuite, on a fini par laisser la baleine à un moment donné. Il devait être midi et demi. On s'est en allé vers d'autres îles. On a vu un bateau, je pense que c'était Eagle 54. Il y a un whale watcher là-bas, c'est un Zodiac jaune. Je viens de leur avertir qu'il y a 2 baleines sur la radio pour qu'ils puissent ralentir puis qu'ils soient alertes. Les bateaux nous connaissent, surtout les whale watchers. Ils nous connaissent sur l'eau, ils savent qu'on est straight watch. Donc là, ils viennent de se parler, de se coordonner un peu. Il y en a un qui s'en vient vers nous, mais il sait qu'on est là pour les protéger à peu près. Puis donc, quand il va nous voir, il va commencer à ralentir. Puis c'est ça ce qui est important quand on est sur l'eau, c'est vraiment de protéger les baleines puis s'assurer qu'elles sont bien vues. For the marine mammal regulations, it's only 100 meters off of humpback whales or big whales, and marine mammals in general. Orcas have a special 200 to 400 meter, depending where you are in BC. The regulations constantly change because there's more research, more reports, which makes it important because people are realizing that they have to keep more distance away from whales. Before, orcas were only 200 meters, and then they changed it recently to 400 because they need more space. So for humpbacks right now, it's 100 meters and 200 when they're nursing or sleeping. So, which is kind of hard for people to notice. We don't think it's enough because 100 meters from a whale, that's 12 to 15 meters. Is really, really close, especially when they could start jumping at any moment. It becomes really dangerous. So that's why we try to keep as much distance from them and not disturb them and make sure people don't disturb them either. Our job is prevention, education, and taking data. Taking data, yeah? Yeah. 50 08 874 125 02 978. We have a chart plotter here, so it's really to orient ourselves, and we take those coordinates so that when the data is entered,
They use it on a map to like put out where the whales are at. Quand ils dive puis ils montent leur queue comme ça, des fois ça veut dire qu'ils vont plonger longtemps parce qu'ils vont genre direct, genre droit dans l'eau. Donc ça se peut qu'ils restent sous l'eau pour genre 10-15 minutes maintenant, on sait pas, on va voir. Ben là on est, je pense à 1 kilomètre des baleines. Il y a des bateaux autour de la baleine, mais c'est plus, je suis inquiète parce qu'il y a des kayaks qui sont là. Puis les baleines sont ils étaient un peu actifs ou actives. Puis ouais, j'ai pas trop de manière pour signaler au kayak. Ils savent qu'il y a des baleines. Techniquement, c'est ça ce qu'on disait tantôt, c'est 100 mètres de distance avec des baleines à bosse. Mais tu sais, ça fait toujours peur quand ils commencent à sauter puis t'es juste à 100 mètres. Surtout pour un kayak qui peut pas aller super vite s'ils veulent prendre la distance. Ils suivent les baleines. Ouais, je sais. Mais ils sont quand même corrects. Là, ils sont comme à 200-300 mètres. Puis ils sont 100% genre alertes là, qu'il y a des baleines, genre ils les suivent. Si je suis capable de leur signaler à un moment, je vais le faire. Là. There are 3 main threats that affect both humpbacks, but they really affect the orcas here, and that's marine pollution, stuff like plastics and persistent chemicals. Like PCBs? Yeah, PCBs. And then we got like acoustic underwater noise from anything from like mining to vessels, that kind of stuff. And then the last is kind of food shortages. So this really affects, in particular, the 7 resident orcas down in Victoria who only eat Chinook salmon. And there's been like a huge decline in Chinook salmon over the past few years. And entanglements as well. Like last year around Quadra, there were 3 entanglements, one of which was successfully freed. DFO comes out and with a very specialized team and frees the whale, but 2 were never seen. Part of the reason of that is a lot of people who think they're helping when they see an entangled whale, they see like a buoy that it's dragging or a rope and they're like, oh, I'm gonna help, so they'll try and cut the rope, which sounds really good, except oftentimes when a whale is entangled, that rope trailing from the top is just what you can see, but what you can't see is that there's 100 feet of prawn traps dragging below it. And so when people cut off the buoys or the ropes that like are on the surface, then it makes it impossible to identify which whale is entangled. And humpbacks actually have terrible sight. And they also, they're one of the only whales that doesn't use echolocation. So they're not very mobile in terms of avoiding things like fishing nets and prawn traps. Mm-hmm. Pourquoi des fois on regarde notre téléphone ou genre sur l'ordi, là, quand je vous montrais hier, il y a genre le catalogue de toutes les baleines. On en a un de 2018 en ce moment ici. Donc si quelqu'un veut essayer de regarder puis trouver la baleine, si vous avez eu une bonne photo. Tu essaies de la trouver, mon homme? Oui. Ouais. On sait à peu près de quoi la queue a l'air. On va par l'aileron dorsal. Puis ça, on a plein de photos, donc on peut toujours confirmer si c'est la bonne queue. Ouais, Alex, à un moment donné, on avait vu Hourglass pour la première fois. Puis là, elle avait dit, il y a comme 3 points de même. Peux-tu me dire c'est lequel? Puis là, finalement, j'ai fini par trouver c'était lequel. J'avais regardé dans le Whale Yearbook. Puis c'était Hourglass finalement. Puis on est devenus bien potes, intimes. Humpback between me and the sailboat. Okay, Russell, thanks. Yeah, so these humpbacks will kind of come up from either Hawaii or Mexico, and they'll come in about, what you say, like June, Alex? They'll start heading up? Yeah, a bit earlier, yeah. Yeah, sometimes a little bit earlier, and then they'll leave back down south at the end of the summer, kind of like late September, which is also another reason why we don't do this in the winter, because the humpbacks spit out back down south. They don't like the cold. But yeah, in this area, they mostly forage for krill instead of herring, as opposed to like the humpbacks that go to Alaska will almost always eat herring. But they mostly forage for krill here. And krill comes up at night, so they do their feeding at nighttime.
just kind of tell them to go on the other side. Yeah, those 3. You see the whales, right? Yeah. Yeah, perfect, thanks. They're about 10 or 12 minutes. Just go as far to the left as possible. So every time we do something like that, we prevent either like educational or like in that case, preventing a boat from directly crossing the path of the whales. We just record it, location, date, latitude, and kind of their, like, I guess the reaction. Was it positive? Was it negative? That was pretty positive. They listened to us, didn't, directly go through the whales. They kind of heard us and stuck to the left, and it's a good situation for everybody. En ce moment, ce qu'ils font, ils sont en train de dormir. Ça s'appelle du logging. C'est juste comme entre leur nez puis leur aileron dorsal. C'est ça ce qui est exposé en ce moment. Puis, ouais, au BC, ça ressemble vraiment comme une bûche. Puis c'est super dangereux parce que les gens vont penser ou bien c'est une bûche ou que c'est rien. Puis ils vont pas aller assez loin. Puis après, c'est une baleine qui sort. Donc, ouais, c'est super dangereux. Oh, OK. Go, fix. Yeah. So this is what happens. Ils dorment genre pour des heures, puis après, ils commencent à sauter. Ça c'est des breaches. On est assez chanceux, il n'y a aucun bateau autour. Quand on est sur l'eau, c'est un peu comme si on veut tellement les voir de proche, les baleines, qu'on a tendance à aller très, très près. Alors que s'ils se mettent à sauter comme ça, ben c'est l'équivalent d'un autobus scolaire qui peut sauter sur notre bateau. Je pense aux kayaks qu'on a rencontrés ou à nous sur notre Zodiac. On se sent bien petit à côté des grandes baleines qui sont à côté. Puis je pense qu'on a comme compris aussi toute cette ampleur-là de cette problématique quand les baleines se sont mises à sauter. C'est un merveilleux spectacle. Puis en même temps, moi, tout au long que je les regardais sauter comme ça, je me disais à quel point j'étais petite. Puis ça nous rappelle un peu aussi notre place dans l'univers. C'est là qu'on voit à quel point que des fois, on se pense un peu grand puis important, puis qu'au final, il y a plus grand puis important que nous. C'était vraiment cool. Moi, c'était la première fois que je voyais les baleines. C'était la première fois que je voyais des trucs aussi immenses. T'sais, on a quand même vu les mammifères les plus gros de la Terre, qui n'ont jamais existé. C'est pas les baleines bleues, mais quand même. Fait que là, ouais, c'était vraiment une expérience malade. T'sais, voir les baleines sauter, tu vois pas ça tous les jours, là, à moins que tu habites dans une place comme ça. Donc, hier, ça a été pour moi vraiment touchant. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis j'étais contente de voir aussi qu'on peut vraiment faire une différence avec les mammifères marins, ne serait-ce qu'en les connaissant mieux puis en faisant plus attention. Ça, c'est moi, quand je parle de choses qui me touchent. Ah non! J'espérais que ça arrive pas. Et ça arrive. J'ai quand même vraiment pris conscience qu'on n'adopte pas les bons comportements. Moi, c'est vraiment ça l'impact que ça a eu sur moi hier. Puis, tu sais, je suis la première à avoir embarqué aussi sur un gros bateau de croisière qui était jamais dans les distances qu'on nous demande d'avoir ici. C'était tellement proche. Puis j'ai comme plus envie d'endosser ça, là, du tout. Puis je pense que c'est en prenant conscience de ces choses-là qu'on peut faire peut-être une différence. Puis en le partageant aussi avec les gens qu'on connaît, d'éduquer peut-être un peu autour de nous, tu sais. Je sais pas à quel point un documentaire comme on fait là, ça peut avoir un grand impact. Mais je me dis que comme s'il y a une personne qui apprend ce que nous, on a appris hier, puis que ça a le même effet sur lui que ça a sur moi, bien peut-être qu'il va en parler à d'autres personnes aussi, puis qu'au final, on va finir par faire une belle petite chaîne d'information qui va faire en sorte que peut-être il y aura repopulation, par exemple, d'orques qui sont en train de disparaître ici. Puis ça me... Je trouve ça épouvantable, en fait. On a le pouvoir, en fait, sur ce qui se passe, mais on le prend pas. Fait que j'espère juste que, à transmettre l'information, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer de différent.
La chance qu'on a eue de pouvoir passer une aussi belle journée avec une équipe formidable comme celle-là et puis de vivre des choses qu'on ne vivra probablement jamais ailleurs et peut-être même pas dans notre vie, je me considère très chanceux de l'avoir fait et j'espère que ça aura un impact positif, du moins, sur les gens qui écouteront, qui verront ces informations-là et puis qui se diront que c'est peut-être important de respecter, du moins, les distances et les précautions là, envers les baleines, si on veut, qui perdurent dans le temps, finalement. So the work we do matters and it makes a difference both in the community and on the water. And there's simple ways to help, like volunteering, following us on social media, on Instagram and Facebook, making a donation, and just getting the word out about whale-wise guidelines and the threats facing both humpbacks and orcas, and just how great it is that they're coming back and that these populations are starting to thrive again. Just spreading the knowledge that we need to do more to protect them, and we need to be aware that we have to share the oceans with them, hopefully for a long time. C'est avec un peu de nostalgie qu'on quitte Créativa Island et qu'on commence la route du retour vers la maison. Heureusement, ce chemin nous réserve encore une multitude de rencontres inspirantes. La tête remplie de magnifiques images, on retourne vers Vancouver où on espère trouver une façon de redonner à la communauté. Aujourd'hui, on est au Stanley Park de Vancouver, puis on s'apprête à partir pour le centre-ville. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter des lunchs qu'on va aller remettre aux gens qui sont en situation d'itinérance dans le centre-ville de Vancouver. Pour l'action qu'on va poser aujourd'hui, j'ai demandé à mon fils Nathan de venir m'aider parce que je considère qu'il est très, très chanceux et très gâté par la vie et par sa famille et parfois peut-être qu'on n'en est pas assez conscient. Donc, je suis très contente d'avoir l'occasion là, de lui faire côtoyer de plus près peut-être ce mode de vie-là, puis qu'il constate par lui-même que c'est pas tout le monde nécessairement qui a la même chance, puis parfois on ne traite pas les gens comme on aimerait être traités. Venez-vous-en! OK, donc là, on arrive dans le fond d'aller chercher des sandwichs qu'on va pouvoir aller remettre à des personnes en situation d'itinérance. Donc, Nathan va aller porter la première. Excuse me. I have a sandwich for you. Thank you. Have a nice one. C'est stressant, maudit, pareil. T'étais stressé? Ben, tu sais jamais c'est quoi la réaction qu'il va avoir. Ça s'est bien passé. Mm-hmm. Il avait l'air content. Il n'a pas eu l'air à se poser trop de questions, hein? Pas en tout. Comment tu te sens? J'ai posé une bonne action. Hi, sir. Hello. Hello. How are you? Good. How are you doing? I'm good. Would you like a sandwich? I would love one. Thank you very This much. is for you. Have a nice one. Perfect timing. Yay! Have a nice day. Have a great morning. Thank you. Donc là, je suis vraiment contente parce qu'on est passé à côté de quelqu'un qui semblait en situation d'itinérance. Fait que je suis arrêtée puis je lui ai offert un sandwich. Puis finalement, il était juste beaucoup trop content. Il m'a dit que c'était un peu le parfait timing pour lui offrir ça. J'ai l'impression qu'il avait vraiment faim. Fait que j'ai vraiment fait comme son matin, là. Fait que ça fait du bien. Lui, ça lui fait du bien, mais ça me fait du bien, moi aussi, de sentir que j'ai fait une différence dans sa journée, finalement. Fait que c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, on est allé voir une personne pour lui donner un sandwich, puis il nous a juste dit qu'elle n'avait pas de besoin. Fait qu'on a trouvé ça cool, puis on a trouvé ça cool qu'il soit neutre avec nous autres, fait qu'on va aller donner le sandwich à quelqu'un d'autre. Excuse me, sir. Ben, tu sais, en fait, le monsieur, il avait l'air vraiment bien, puis il dormait. J'avais pas envie de le réveiller, fait que je lui ai juste comme laissé à côté de lui le sandwich, fait qu'il va le voir quand il se réveille, puis on espère qu'il va être content.
Donc, on vient juste de revenir au Winnebago. Dans le fond, on a remis les 4 repas qu'on avait à remettre ce matin. Moi, j'ai quand même trouvé ça vraiment satisfaisant de voir qu'avec même pas 20 j'avais fait quand même... on avait fait la différence dans la vie de comme 4 personnes ce matin, puis que ça a mis un peu de bonheur dans leur journée. Tu sais, c'est quand même un peu d'investissement pour nous, mettons, puis un grand résultat pour les gens qui reçoivent. Toi, comment t'as trouvé ton matin? Ben, j'étais vraiment stressé parce que je savais pas ça allait être quoi comme la réaction des personnes. Puis finalement, tu sais, je me suis juste fait dire merci, 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 merci. Depuis notre départ, nous savons qu'il y a énormément de feux de forêt dans l'Ouest canadien, particulièrement en Colombie-Britannique. Plus nous avançons, plus nous voyons l'épaisse fumée sur la route se former. La visibilité est réduite et les gens roulent prudemment. La fumée forme un voile dans le ciel qui diffuse les quelques rayons de soleil qui finissent par aboutir sur la Terre après avoir traversé cet épais brouillard rosé. C'est la vision d'un paysage apocalyptique où brûlent des milliers d'hectares de forêt se rapprochant de plus en plus de certaines villes. La province est en alerte, quelques routes sont fermées et nous poursuivons notre route vers la ville de Cochrane, là où se trouve notre prochain organisme que l'on va rencontrer. Après avoir roulé plusieurs kilomètres, bien stressant, nous décidons de prendre une petite pause bien méritée. Par contre, il fait très chaud, on est en pleine montagne et en pleine canicule. Je peux vous dire que le motorisé n'aime vraiment pas ça. Ça va? Pas trop la chienne? Ça va, ça va. Je me sens bien en contrôle. Salut Jim. Je voulais savoir, peut-être que comme ça, tu vas être capable de m'aider. Comment tu vis ça, toi, Jean? Je sais pas pourquoi, un matin, j'étais stressé là, toute la journée. Là. Je trouvais ça dur. En fait, je pense j'ai peur que le bagot nous lâche. J'ai peur, je voyais les chemins et tout ça dans les côtes. Je trouvais ça assez intense là, avec un motorisé de cet âge-là. Puis je veux pas qu'il nous arrive à rien, là. Ça reste que c'est quand même notre vie qui est en jeu. Et puis là, ma blonde a décidé, elle a demandé si ça nous tentait d'aller voir des cascades, puis on a tous dit oui. Puis là, finalement, on s'attendait pas à être obligé de grimper autant avec le bagot parce qu'on l'aurait pas fait, bien évidemment. C'était quand même assez intense. Puis ici, les bords de chemin sont vraiment effrayants. Il n'y a pas de garde-fou, là. Je vous dis, c'est complètement débile. Là. Bref, on a monté, puis à un moment donné, on a bien vu là, que ça fonctionnait pas. Pam m'a donné la roue. J'ai pas fait bien long. Puis après ça, je me suis mis à voir que le moteur chauffait. Là. L'aiguille allait péter complètement dans le hache. Là. J'ai bien vu qu'on avait un problème. Fait qu'on a arrêté. Et puis, en ouvrant le hood, on entendait le preston de bouillir. Fait que là, on a bien vu que ça fonctionnait pas. Fait qu'on a arrêté, puis il y a un monsieur qui a arrêté pour venir nous voir pour voir si on était correct. Monsieur super sympathique, il a vécu ici une dizaine d'années dans le temps. Puis il nous a pris avec lui le temps que le moteur refroidisse un petit peu, il nous a emmené en haut, il nous a expliqué plein de trucs. C'était vraiment intéressant, c'est une belle rencontre qu'on a fait avec lui. Ensuite, on est redescendu, puis là, on a bien réalisé que le moteur est encore trop chaud, fait qu'en ce moment, on attend, là. On attend, on vient de se prendre une petite bière, fait que on en a pour quelques minutes encore, je pense, avant de refaire un test. On va essayer de se retourner ici, il n'y a pas beaucoup de place, là, parce qu'on n'est pas si loin que ça du premier turnaround, mais moi, je considère qu'on devrait tourner ici. Si ça marche pas, on n'aura pas le choix de monter jusqu'en haut, mais en espérant que ça fonctionne bien. Fait que, on est là-dedans en ce moment. Fait que ça a été beaucoup de stress aujourd'hui. Tantôt, j'avais envie de paniquer pas mal, puis je suis sorti dehors prendre l'air. Ma blonde m'a dit d'essayer de me calmer, puis elle a bien fait. Fait que là, en ce moment, on est dans ça, fait qu'on sait pas comment ça va finir. Puis on aimerait ça ne pas avoir à aller au garage nécessairement parce que ça va changer tous nos plans qui s'en viennent. Fait que, on va croiser les doigts. Puis on va espérer en buvant notre bière. On peut rien faire d'autre. Encore une fois, plus de peur que de mal. La chaleur se dissipe, le moteur refroidit et nous repartons en direction du Cochrane Ecological Institute. Quand on a choisi de partir pour notre mission Nomades et impliquée, j'avais à cœur de participer à des initiatives qui servent notre écosystème et qui font une réelle différence. On souhaitait également s'impliquer dans différentes provinces canadiennes et constater ce qui se fait à travers notre beau pays.
On a alors découvert les dévoués Cléo et Ken qui ont dédié leur vie à sauver les animaux en situation de détresse dans le plus grand respect de leurs besoins. Cet organisme prend bien soin de préserver l'état sauvage des animaux et de les réhabiliter pour garantir le succès de leur retour dans leur milieu naturel. Ils nous attendent. Allons-y. I am Cleo Smeaton, and I'm the president of the Cochrane Ecological Institute. So when I was here, I was young, hard to believe, and my parents came up from the coast, and we'd sold our farm on the coast, and so we had some money, and for the first time in my life, I had a regular job with regular pay. And so we put all our money together and we bought this place specifically to breed indigenous, extirpated, that means extinct in Canada, wildlife for release back into the wild. I'm Ken Wiggle, and I'm a director of Cochrane Ecological Institute. I've been working with Cleo, and actually I think I'm her husband, since 1993. So here I've just helped with Cochrane Ecological Institute and the research we do, and supervise students, and just generally fix things. The big program in the past that we were noted for, and still are very much noted for, was the reintroduction of the swift fox to Canada and to the northern U.S., Montana, and with First Nations in Canada then as a third program, but all concentrated on the swift fox. When Cleo's parents started the program in 1972, there were no swift fox left in Canada. In 1997, they were to the point of being able to be declared endangered rather than extirpated, which was one of the accomplishments for the reintroduction of a carnivore species. But it took a lot of research to do that because it was so experimental. No one had ever bred these animals, much less reintroduced them. Because when we set this place up, we set it up specifically to breed an extirpated, that is extinct in its range, wild animal for return to the wild. We were here 24/7, 365 days of the year. And so the local people started bringing us orphaned wildlife. If you rescue orphaned wildlife, you have to return them to the wild with the knowledge, fitness, and experience to enable them to survive in the wild. Otherwise, it is ethically wrong to do it. So we focus on providing the animals that are here with the skills they need once they're released. The other things we do is we have considerable number of interns working here. Most of them are from Europe, and we have approximately 30 universities we work with in Europe, and they send bachelor students, master students, and doctorate students to us for us to be a field station for them to do work. He was brought here from another rehabilitation center. Okay. And yeah, right now we kind of try to introduce him to all the chickens here. Okay. To see how this is going. So, I mean, we still he has his food, the water. In the evening we put still blankets over that, because there's nobody to warm, and probably it's not too cool, but just
To be sure. To be sure. So my name is Marlene Kleppert. Originally, I'm from Germany. The last 5 years, I studied in the Netherlands, in Leeuwarden, and I studied animal management and came here for my second internship. This internship is, first of all, mainly focused on a review about non-intrusive wildlife monitor techniques. All of them here have a lot of experiences, so they offered me to do a review on that to support their other work they want to do on monitoring wildlife. That's what I'm doing here, mainly, as well as, of course, helping with the rehab center here, taking care of animals, helping wherever I can on the farm. Exactly, so here were the goose in, and then the Calgary Wildlife Rehabilitation Center, they brought us 4 Canadian goose as well. That we can kind of like soft release them here. Okay. So we introduced all of them over there, and then everything was quite good, and then they're all now down at the pond. Many of the volunteers want to come to cuddle animals, which is, you know, I mean, it's a noble thought to give comfort to them. But as you've probably noticed, there's not much cuddling involved. I mean, there's a lot of feeding involved. There's a lot of maintenance of facilities involved. So what we have gone towards in the volunteering is more a work party situation. When we were building the new bear pen, for example, you know, we'd have up to 15, 20 people come and help put down what we call the ground wire, which is the main wire was put up professionally, but then attached to the bottom of that is 6 feet of chain link fence that runs flat on the ground so that the bears can't dig out. And then that's covered with soil and seeded. So there's a tremendous amount of work, and it's very picky work. You know, you're down on your hands and knees doing things. And we had one work party put down about 5,000 linear feet of fence in a day. And, you know, that's a horrendous job. We supplied all the equipment, and we got a party of about 15 people together and started them at various corners and gave supervision as we, you know, went around, made sure everybody's doing it properly. And we find that the work party is better than people just showing up for one day. Tantôt, elle nous expliquait que ils ont des animaux, en fait, qui creusent. Je n'ai pas bien compris le nom de l'animal, mais qui ont eu l'idée, finalement, de mettre une vitrine dans l'enclos pour être capable de voir les chemins, les tunnels qu'ils font, puis d'avoir une caméra infrarouge qui regarde un peu tout ce qui se passe, puis que finalement, bien, Cléo, elle a juste comme dessiné, puis Christian a construit le truc, puis finalement, bien, tout ce qui était une idée est devenu la réalité, là. Donc, les choses se passent. Ce qu'elle disait aussi, c'est que tout le monde peut comme contribuer avec ses idées, être créatif, tout ça, apporter vraiment comme des points de vue, puis que ce soit pris en considération, puis qu'après ça, c'est vraiment constructif et que ça va se produire, tu sais. Hello, babies. I know, you're so tall. It is unbelievable. Yes, hello. We don't have milk right now. You can just come in. Hello. They are begging for food. And this is just a baby? Yeah. Yeah. So this is Panoka and this is Elliot. Normal day routine here at CEI is waking up early in the morning, standing up, eating something, going into our feeding kitchen, preparing all the food we need for the animals that are living here at the moment. Then after that, feeding every animal when we're done with the first feeding round. So, I mean, in general, we have like 5 to 6 different feeding rounds a day. So every kind of around 3 hours a day, we feed all of them again at the moment. Of course, also depending on how old they are. And after that, it's depending on if we need to, I don't know, need to build a new enclosure, or if other things need to be repaired, or if we can help with some other maintenance, if they need some help in the dog or cat kennel.
I mean, then was also like every day is different. So, but in between, people call. People bring new injured or orphaned animals. People call if you can pick up an animal. People call if you can give them advice. So that's, I think, also something which changes every day. And every day is very exciting again. So you never really know what the day will bring in the morning or in the evening. Yeah. Do you want to try? Yeah. All right. Mm-hmm. The students, although we have had just straight volunteer students, we can't afford to pay everybody, which is another problem. So the students nearly always are working on a project for their bachelor's degree or their master's degree or a thesis research project. But they also are the ones that, when they're here, do a large amount of the care of the wildlife. There's a lot of communication between students and us before we accept them. We only take a maximum of 3 at a time. That's mainly because of accommodation, because they live here, they live on site. And we have done work on many different species. We've done work on lynx, on bear, on buffalo. We've done work on skunks, gophers. But the big thing we've worked on and concentrate on now is non-intrusive monitoring methods for wildlife. Because what we found was that many of the monitoring methods they use now, and especially radio telemetry, is it's very biased. The data that's collected from it is very biased. And the only way you could find out it was biased is if you studied the animal in detail behaviorally before you collared it, and then studied it in detail after you put the collar on. And that was something that wasn't really happening in the world, much less in Canada, where the animals are usually collared and immediately released to the wild. And data was tremendously biased by that, and still is. So we've been working on that. We've been working on different methods of monitoring, some using DNA from hair, what we call hair traps, some using voice printing for mating calls for animals. Some now we're working on using artificial intelligence and machine learning with drones, a new software program with drones to identify and track and count wildlife in the wild. So we are very busy. We have research agreements with SAIT, which is the Southern Alberta Institute of Technology. We have we're developing research agreements with University of Calgary at the moment, and it just keeps growing really. But a lot of interest, a lot of students. Donc en arrivant, on nous a confié un projet. Ça consiste en fait à réaliser un paysage acoustique de la propriété du CEI. Donc notre but avec Lucie, c'est d'aller dans différents coins de la propriété et d'essayer de poser une caméra et un enregistreur afin de collectionner des sons d'animaux, des sons sauvages, d'oiseaux. Et ensuite les analyser pour réaliser une sorte de plan de la propriété avec les différents types d'espèces qu'il y a dans cet espace. So hopefully we would be able to do recordings in the wild and be able to identify the actual species that we came up with. So again, it's a non-intrusive. You don't have to handle the animal. You don't have to molest it in any way. You can just go record the sounds and analyze them, and hopefully we'll be able to develop databases of sounds that can be used in more detail. Elle se promène là. Ouais, faut toujours faire attention quand on arrive. Hein. Tac, tu peux lever. Hop.
I mean, one of the things about doing wildlife rehab is that it's all an experiment. And the important thing to remember is that if the animals are not rescued, they will die anyway. And they all come to us as a result of human interaction. The things that we build, the habitats we change, that's what happens to them. That's why they starve, that's why they fly into things. And so it's our duty, our ethical duty, to try and raise them and return them to the wild in such a way that they will add to the overall population. But because doing wildlife rehab has no money attached to it, no government gives you money for it, provincial or federal, no one does. And so it's very hard to do the post-release monitoring of the animals you've released. When you're looking for a release site, you have to find out what the land use is, what the intended land use is. I mean, you might find a perfect place and it turns into a subdivision. So you have to find what the jurisdiction is, federal or provincial or First Nations, and you have to find out what the prey or predator pressure is, because you don't want them eaten, right? So there's a whole lot of stuff, a lot of research that has to be done in the wild before you take your animal, whichever it is. When I was younger, I always kind of was more like, I want to save the world, I want to do all of that, but at one point I figured more like, I just want to help individuals step by step, and I see animal rehabilitation as a conservation tool, because I think every individual counts, because when you look at that, all of the numbers are decreasing. Species in general decrease, so why not also starting to even more try to help every injured, orphaned animal. And I think that was also one of the biggest part why I love this place so much, because it's the combination out of both. It's the combination out of doing that, being a part of helping individual animals, but on the other side also the research part, where I'm very interested in. That's why I also choose to be here to volunteer. I mean, it's in form like of an internship within my studies, but I mean, it's still volunteering, so I save the money to be able to be here and yeah, just get even more back. And basically what we wish for is to be able to contribute something to future generations that is extremely useful in studying wildlife. Whether it's new software, whether it's the application of new technology, whether it's a change in the educational system. We've already done some things for endangered species. We could do more, but we aren't really concentrating on that now. So we're just looking to try to contribute some major advancement in monitoring to the future. Hopefully it happens. C'est vraiment inspirant de voir des gens de par le monde s'impliquer au Canada. Ces stagiaires ont choisi, parmi toutes les opportunités qu'elles avaient, de venir passer plusieurs mois à ce refuge afin d'amener leur recherche et d'aider une cause qui leur tient à cœur. On peut dire qu'on a rencontré plusieurs autres personnes nomades et impliquées, puis qu'on a eu un gros coup de foudre pour tous les gens dévoués du Cochrane Ecological Institute. On se sent vraiment privilégié d'avoir eu l'occasion de vivre l'expérience de l'intérieur. Moi, je dois avouer que je serais restée quelques mois encore, mais le devoir nous appelle. Wendy du Ontario Turtle Conservation Center nous attend pour la visite du dernier organisme de notre parcours. Donc, hier, on est parti en direction de Peterborough pour aller faire notre dernier tournage dans notre dernier organisme qui s'occupe des tortues. Et on était très confiants d'être capable de faire au moins la moitié de la route pour avoir plus que la moitié de la route pour avoir une plus petite journée aujourd'hui, un petit peu plus relaxante au niveau de la conduite.
Et finalement, le moteur s'est mis à surchauffer. Il a tout simplement, le Winnebago a tout simplement arrêté sur le bord de la route, sur le bord du highway, avec des vannes un peu oversize qui passaient à côté de nous. Ça a été vraiment un moment moyen. Et finalement, des gentils Samaritains sont arrêtés, sont venus nous aider. Puis un d'entre eux, qui était québécois, nous a donné un coup de main, a réussi à réparer ce qui fonctionnait pas. On a pu repartir hier soir, en n'ayant pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire. Ce matin, on est parti avec la ferme intention de se rendre à Peterborough ce soir pour être en mesure d'aller faire le tournage demain, parce que c'est pas possible de le faire la journée d'après. Et là, tout semble être semi sous contrôle, finalement, autre le fait que je me suis levée ce matin en me sentant un petit peu moche. Tu sais, le genre de matin où ton corps te dit que ça suffit, il faut que tu te reposes. Moi, c'était ce matin que ça s'est passé. Donc, j'étais en train de faire une petite sieste, bien peinard, couchée dans le Winnebago. Quand tout à coup, bang, c'est pas trop ce qui se passe, je me rouvre les deux yeux et finalement, pour me rendre compte qu'on vient de faire une grosse crevaison, parce que c'est les deux pneus en arrière à droite qui ont crevé. Et c'était un peu violent, de la manière que ça s'est passé. Pour voir mon fils un peu paniqué, Jean qui comprend pas vraiment ce qui vient de se passer. Et moi, je peux vous assurer que ça réveille quelqu'un drôlement. Une grosse crevaison comme ça, de gros pneus qui pètent. Moi, j'étais certaine qu'on venait de faire un gros accident. Donc, c'était tout un réveil. Donc là, on se retrouve dans la situation où on doit caler CA une deuxième fois en 2 jours. On n'a pas l'air vraiment très gagnant quand on appelle 2 fois en 2 jours au CA. Donc là, ils s'en viennent supposément avec 3 pneus. On a bien hâte de voir combien cette aventure va nous coûter. Donc, c'est ça. Le CA vient de m'appeler, en fait, et puis il voulait confirmer qu'on était bien à un endroit précis. Et il n'avait pas trouvé personne encore à ce moment-ci. C'est souvent ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé hier, en fait. Ils ont appelé plusieurs compagnies. On a reçu 4 messages textes pour dire que ça allait être une compagnie. Ensuite, ça en était une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc, en ce moment, il essaie de trouver qui va être capable de venir réparer la crevaison sur le Winnebago. Ça risque d'être plus long que 30 minutes, parce que c'est comme la phrase magique qui donne quand t'appelles, d'ici 30 minutes. Donc, on attend le retour d'appel du CA. On va voir. Donc là, ça fait quelques jours qu'on est parti de Cochrane, où on était à le Cochrane Ecological Institute pour tourner le documentaire. Et on devait être à Peterborough hier soir. Visiblement, nous ne sommes pas à Peterborough. Donc là, ça fait déjà, je sais même plus combien de jours, en fait, qu'on est dans des drôles de situations. Et le Winnebago est pas tout à fait facile à embarquer sur une plateforme. Donc, personne n'avait envie de se lancer dans cette belle aventure qui était de remorquer le Winnebago. Alors, il y a 2 merveilleuses personnes qui sont arrêtées sur le bord du chemin, un monsieur qui s'appelle Dale, qui sont venus nous aider. Finalement, on passait tellement de coups de fil. On a essayé aussi, évidemment, là, de trouver les pneus ou de trouver une remorque. Ça n'a pas été un grand succès jusqu'à ce que, finalement, ils réussissent à rejoindre quelqu'un qu'ils connaissaient, qui s'est présenté sur place, qui est venu voir l'état de la situation puis qui a décidé de nous donner un coup de main pour nous remorquer dans un stationnement de Walmart où on est actuellement. Et on a essayé de trouver les pneus en question parce que hier, on avait fait le tour de ce qui était ouvert, mais il y en avait plusieurs concessionnaires de pneus, en fait, qui étaient fermés. Donc, ce matin, on a fait le tour, à peu près 200 km de périmètre autour d'où est-ce que nous sommes, pour ne trouver aucun pneu. Ces pneus n'existent pas en vente dans un garage en ce moment. Là, on se trouve à être vendredi. Donc, quand on a fini par trouver les fameux pneus, c'était pas possible de les avoir pour aujourd'hui, ni pour demain, parce que tout est fermé demain. Donc, on doit attendre à lundi avant de recevoir les pneus pour pouvoir penser les installer, pour pouvoir penser s'en aller à la maison. Ce matin, on a essayé de réserver une voiture
chose qui a été excessivement compliquée, encore une fois. On a réservé une voiture. Finalement, l'endroit où est-ce qu'on avait réservé nous ont rappelé pour nous dire qu'il n'y avait pas de voiture. Finalement, on a appelé une panoplie d'autres endroits où est-ce qu'ils louent des voitures pour ne trouver aucune voiture. Donc, à un moment donné, on a fait notre deuil, on a un petit peu lâché prise, puis on s'est dit que c'était pas aujourd'hui que ça allait se passer, ce fameux tournage. Donc, finalement, nous avons un pick-up qu'on vient d'aller chercher. Donc là, on va pacter tout ça, tout notre stock. On va s'en aller à Peterborough. On s'est loué des chambres d'hôtel. On change de véhicule. On essaye de trouver plan B, C, D, E. Je pense que là, on est rendu au F. Donc, on quitte. On s'en va à Peterborough. On va tourner demain. Ça ne sera pas nécessairement comme on aurait voulu que ce soit, mais ça va être juste différent. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte. Donc, on va aller remplir le truck. Hier, ça a été une journée un petit peu éprouvante. Je pense qu'on est arrivé à l'hôtel puis on était tous un peu dépassés. C'est aussi ça, vivre ce genre d'aventure-là. C'est pas juste beau, c'est pas juste cute, c'est pas juste... Des fois, on a envie de pleurer en boule puis d'être en colère. Ben ça, c'était hier. Ouais. Ce matin, on a juste comme... Non, ce matin aussi. J'étais en colère. Donc, ce matin, avec une journée de retard, nous allons enfin aller au Ontario Turtle Conservation Center. Donc, on est arrivé hier, finalement, à Peterborough. Puis, c'est ce matin là, qu'on va aller voir les tortues. Donc, on est un petit peu en retard, fait qu'on va se dépêcher. Allons-y. My name is Wendy Beggs, and I'm the Education Coordinator for the Ontario Turtle Conservation Centre. The Ontario Conservation Centre is the only conservation centre in Canada that focuses solely on turtles. Here, we focus on Ontario's 8 native turtle species. So our goal or our mission is the conservation, protection, and rehabilitation of Ontario's native turtle species and their habitat. And we do this by operating a hospital, we have an education program, we have field study, and we have a hatchling program. On constate rapidement que le centre est tout aussi énorme que les défis qu'il relève. Wendy nous explique que pour saisir l'ampleur des services que le centre offre, on doit absolument faire le tour des installations. Comme le centre est en alerte maximale pour la prévention de la propagation de la COVID, on a dû faire l'entrevue avec tout l'équipement nécessaire. Now we're going through, these are all patients. So this is the area where the turtles are going to be admitted to the hospital. They're going to be met by one of our hotline operators, coordinators. They're the individuals that is going to admit the turtle, start that chart for the turtle. The turtle is going to receive a number, an admitting number. The number is going to go on the turtle's carapace or top shell. It's going to go on the turtle's chart, and it's going to go on the container that the turtle is going to be transferred in. All of this is done outside the admitting of the turtle, because at this point in time we can't have people coming in. So you'll see that we have containers outside. The individual will call, and the call here, our coordinator will answer the phone, have all the paperwork ready, go out, meet the individual, do that transferring, and then the individual can leave, and the turtle comes in here. And please remember, if you ever find an injured turtle, and you put the turtle in the container, not to add water with a turtle in a container. Reason being is that when turtles are hit by cars, and 90% of the turtles that we admit to the center here, 90% of the injuries are due to automobile strikes. They suffer fractures or cracks to their shell. And that is an entryway or an opening for water to get into their lungs. Turtles have lungs, they breathe oxygen like we do. And their lungs are very close to their carapace. There's not much
distance or clearance there, and water getting into the lungs could actually drown the turtle. So no water with an injured turtle. We will administer fluids to the turtle once they are admitted to the hospital here. So all of the admittance is done here. Turtles are going to receive pain medication, fluids, and they're going to have an x-ray. We want to see if there's any internal injuries, and we also want to see if that's a female, if they have eggs. A lot of times, the females still have eggs inside. We have, I believe, almost 3,000 eggs that we are incubating here at this time. Wow. Yes, yeah. And we've admitted 1,028 turtles this year. C'est impressionnant de voir tout le travail déployé. Dès leur arrivée, les tortues sont examinées en soins d'urgence. Si elles ont besoin, elles sont ensuite apportées dans la salle d'opération où des chirurgiens vétérinaires s'occuperont de leur donner les soins nécessaires. So we don't use glue when we're putting, the shell back together again, because the glue hides underlying infections. So we want the bone. The turtle shell is made of bone, just like the bone in your arm. So it's going to heal, but we need to have all of the edges touching in order for it to, fuse and mend together again. So we're just going to use some surgical tape to hold those pieces in place. And then you can see this wire here. This is orthopedic wire. So that is installed when the turtle is in the operating room in surgery. So the turtles are given anesthetic too. And our doctors, they have to drill tiny little holes down through their marginal scutes, just on the edge. On the edge here, all around the edge, there's no flesh there. It's just the outer area of the shell. This here top part is just where it's twisted to keep it nice and snug on top so that there's no sharp portions under there for the turtle's limb to maybe catch on. And that's left in place until the shell is, fused, mended together. And then before the turtle is released, that's going to be removed. And you can see how we put the number, the admitting number, on the turtle's top shell there. So this number, 21-993, that means that this turtle was the 993rd turtle brought in this year. We are tracking 25 Blandings turtles. They're younger than these. Half of them we raised here. They came from the eggs of an injured female when we first started our study. Eggs of an injured female, we incubated them. We kept them here until they were larger. And then when we released them in the wild, we released them alongside Blandings that we found in the wild that were all the same size. We put tracking devices on the ones we raised here, half of them. And then the other half that we found in the wild, we put tracking devices on them so we can compare. How are the ones that were raised here for 4 years or 3 years? Are they traveling the same, with the other ones? Are they hibernating or something changed? Have we lost something because we've had them here for 2 or 3 years? And we're sharing whatever we learned through this study globally, because turtles are one of our fastest disappearing vertebrates on Earth, turtles. And so we're all globally, worldwide, trying to what can we do to prevent this from happening? So it's kind of a race against time right now. Sometimes, maybe you feel frustrated because so many animals are disappearing and becoming extinct. And what can you do? What can you do? You can sign a petition. We're not going to do this, sign a petition. But here you can do something. We can do something, and just educate people about what to watch for, what months is really, important. And what to do? Yeah, what to do, exactly. What to do, how to be prepared. So I talk about carrying a turtle rescue kit in your car. Be prepared. When you're driving through an area and you see cattails and you see a river, go, oh, wait now. Chances are there could be turtles in this area, and it's May or it's June. That's when they're laying eggs. I gotta watch. So it's education. That's pretty much first step. Yeah, is the first thing. So a turtle rescue kit is just a container like you see here, with a lid, with air holes,
maybe just a clean, dry towel on the bottom, throw some gloves in there, maybe some hand sanitizer, and that's it. So you see the turtle, you pick the turtle up, you put the turtle in the container in your car, turn your radio down low, give us a call. Doesn't matter where you are in Ontario. We have first responders that our doctor trains. She puts on special workshops. And and these are professionals, they're veterinarians from across Ontario, and our doctor trains them so they know how to stabilize, take care of an injured turtle, give them pain medication, put the bandages on, stabilize them until the turtle can get here. We have over 900 turtle taxi volunteers too across Ontario. So what we do here is we're buying time for the turtles and get them healed, get them back out, hopefully giving them enough time to leave behind a couple of babies before they do die, to keep that species going. So here we have, this is a little viewing room for individuals. So here's some little painted. These are just new babies. These are all just this year. Yeah. You know, we've increased their chances of survival by at least 50%. Wow. And when we release them, we're going to take them, you know, to the closest body of water, 1 kilometer to where the mother was found. And we're going to release one. And we're going to release them in an area where there's a lot of vegetation so they can hide. So as soon as I release that little turtle, I can't see it. That's perfect. It's gone. And then I'm going to walk about 3 meters, and I'm going to release another one the same way. And I'm going to continue that, and then I'm going to make my way back and just release with enough space in between. We don't release them like, you know, all together because there could be one big hungry fish there, gone. So we make sure that each one has best chance of survival. Yeah. So you have volunteers for the lift. Yes. When they are injured. Yep. For taking care of babies. What else? Oh, volunteers to come in and change all these containers, the large snapping turtles, the small ones. We have volunteers that they spend about 4 hours here feeding. And they'll have we feed them 3 times a week. So one volunteer may be feeding all these babies in this area. You know, and another volunteer will be maybe changing all those big tanks there. They may have 5 tanks that they need to change, and then weigh the turtles. So, and it takes a while to change those tanks and clean the rocks and all of that, fill it up with water, you know, and you can see that it's kind of cramped here too. So I can't have, you know, 3 or 4 volunteers here at one time doing that because they never get near the sinks to get the water. So it has to be, so it's just about, you know. Just to think about all that is the job. It is, yeah. So we have one person, she's the volunteer coordinator, and so she looks after that. The volunteers for the volunteer scheduling and who's going to feed and who's not, that sort of thing. I look after the education program, so I just look after developing that, hiring and training people about that. Right now, I do videos. I do for schools and things like that. Une des façons d'aider la cause des tortues est de rester alerte à leur présence. Par exemple, on peut faire la différence dans la vie de tous les jours si on voit une tortue blessée sur la route. Wendy nous explique comment faire pour l'aider sans se mettre à risque. So, you never lift, drag, or pull a snapping turtle by their tail. Their spine runs right down through here into their tail. So, a turtle shell is their vertebrae or their spine is fused to their shell. It's grown right, it's part of their shell, and their ribs are part of their shell. So with the snapping turtle, you always approach them from behind. Okay, you never approach a snapping turtle from the front here. They will be scared? Well, they might snap you. They have a long neck and they're very fast. Okay, so you want to avoid that. I call this the business end. Stay away from the business end. And the only place you're safe to put your hands on a snapping turtle is just right over top of their back legs here. So when you see a snapping turtle on the road or any turtle on the road, always take a turtle in the direction that they're looking. So if you see a turtle and there's a pond here, but they're here on the shoulder of the road, never turn the turtle and take it back to the pond. Okay. It'll be right back there again.
take it in the direction that's facing. Okay. Okay. They are going that way. They are going that way. Do this for him. And you're not going to change their mind by turning them around. They're right back out there. Okay. So if I see the turtle, I'm approaching the turtle. Now, a lot of times when you see a turtle on the road, you're pulling off and you have to, slow down. You're pulling off and you're a little bit away from the turtle. You pulled off on the side of the road. Now you have to walk back to the turtle. But there's still cars coming. And you may think, I hope they don't hit that turtle before I get there. And that happens a lot. I've had people say, oh, they hit the turtle. So this is what I tell people to do. When you're walking back on the shoulder, just take that pointy finger and just go, look at the driver and just go like this. And they're gonna go, what the heck is she pointing at? Oh, it's a turtle on the road. Hopefully they won't hit it. If you don't do that, they're driving along and they're looking at you and they're going, why is she walking on the side of the road? What if her car broke down? Maybe I should crunch. And they hit the turtle. So do that, get their attention. And then when you get to the turtle, especially a snapping turtle, you're walking up, kind of already have your plan. Look and go, okay, the turtle's heading that way. I see the tail, fine. Walk up behind the turtle, do it quick. Don't stand there and introduce yourself, nothing like that. Just walk up and go, okay, you're going that way? Here you go. Grab, and they've already got their mouths open. They're like, I'm ready. And just grab here. As soon as you touch, they're gonna be snap. They can't reach you. Grab here, right underneath there, like that. Make sure you're safe, carry them across the road like that. When you put them down, release and retreat, meaning as soon as you put them down, move away. So that is a good way to pick up a turtle this size, a snapping turtle. Now you're gonna see them much larger, and you're not gonna you couldn't pick them up that way because their weight would be in the front and they're gonna be dipping down. So with a really large turtle, you don't have to pick them up. Go behind them, put your hands here, lift up their back end, just like this, just lift up the back end from the ground, turn them around, just pull them like this. Okay, here we go. Pull them across the road, turn them around, and then get out of the way. So those are two ways that you'll be off the road quickly. Just turn them around and pull them across. And while you're doing that, or any turtle, just take a quick look to see that they haven't already been hit. And if they've been hit, then you want to put them in your turtle rescue kit that you got together, and then give us a call. So if people want to help, what are the ways to do it? Okay, well, of course, donating, like becoming a member is very important, and just donating your time too, to volunteer. We're always looking for turtle taxi drivers, and we're looking for, as far as monetary things like that, we're looking for gift cards, gift cards from Canadian Tire stores or that because we go through small things like even brushes, like small things. You think they're small, but they're huge to us because we go through so many of them. Brushes to clean tanks and, things like strainers and gloves, for us to use. Those items. And maybe spread the info. And spread the information, yeah. And that's another thing too, like a lot of provincial parks, if somebody's going to a provincial park, I'll say, here, would you mind taking some brochures and put them out in provincial parks? So social media is huge for us, for spreading awareness, getting the message out there. L'organisme bénéficie d'un immense soutien de la communauté. Une famille qui croit au projet a choisi de léguer son terrain ainsi que les bâtiments de la propriété au Ontario Turtle Conservation Center. Grâce aux généreux dons, l'organisme sera donc relocalisé. Finalement, on est parti de Peterborough pour retourner à Parry Sound, parce que le lendemain matin, il fallait repartir pour aller chercher les pneus qui étaient à 1 heure de route de Parry Sound. Donc, nos amis nous ont apportés là-bas, on est allé faire le changement de pneus, on est revenu à Parry Sound, dans le Walmart, dans la côte du Walmart. Et puis, on était prêt à partir là, à 6h30 environ vers le soir. C'était le jour de ma fête, le 9 août. On est en direction du Québec pour finalement se rendre à bon port, à la maison, 2 jours plus tard.
Depuis que je suis vraiment jeune, en fait, que j'aime beaucoup m'impliquer. Puis j'ai rapidement découvert que ce que je donnais, en fait, je le recevais fois 1000. Puis j'ai été vraiment contente de pouvoir faire découvrir ça à mon fils, qu'il puisse découvrir lui aussi que ça fait du bien dans le cœur, justement, de faire ces actions-là, de se sentir utile, de sentir aussi qu'on fait la différence dans la journée de quelqu'un. Je pense en fait que des fois, c'est dans les toutes petites choses qu'on fait des grandes différences. Puis je suis contente qu'il ait pu, lui aussi, constater ça. Quand on est allé s'impliquer sur les plages ou aussi quand on est allé acheter de la bouffe pour des sans-abri, je me suis bien senti. Je me suis senti aidant pour les personnes en besoin et même pour la planète. C'est drôle à dire venant de moi, là, moi qui a l'air de s'en foutre un peu, mais ça a fait du bien là, de savoir que moi aussi j'ai ma part là-dedans puis que je peux moi aussi aider. Mais sinon, on a rencontré des gens qui, eux aussi, sont impliqués dans leur quotidien, dans des causes dans lesquelles ils croient, dans les valeurs qui leur tiennent à cœur. Juste pour ça, tu sais, je pense que ça valait le voyage en soi. Là. On a vraiment... on s'est fait des contacts, on a rencontré des belles personnes, des personnes de cœur. On a eu vraiment la belle occasion de rencontrer Mel et Dave, qui sont arrivés sur notre chemin, puis qui étaient vraiment une surprise et tellement représentatif de tout ce qu'on venait de vivre pendant comme quelques semaines, puis de voir à quel point leur générosité était tellement gratuite. Puis moi, ça m'a touchée profondément. Puis finalement, on s'est ramassé dans des full belles montagnes à aussi découvrir des nouvelles places, des nouvelles personnes qui ont été vraiment géniales pour nous, qui nous ont vraiment aidés. Puis de découvrir mon pays plus en grandeur aussi, là, c'est quand même cool. Pour moi, Nomades et impliqué, en fait, ça a été de se surpasser, ça a été des milliers de kilomètres, ça a été des centaines de paysages incroyables, ça a été des heures et des heures et des heures d'écoute de musique, ça a été un panorama infini, ça a été tellement de moments aussi, de moments magnifiques, de moments de disputes, de moments imprégnés d'émotions. Puis si c'était à recommencer demain matin, je me lancerais à nouveau une deuxième fois sans aucune hésitation. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec NousTV.